Konnichiwa les copains, comment ça va? Bienvenue sur Livingstone, la chaîne dédiée au tiny house. Et dans les épisodes qui vont suivre, nous allons parler de comment construire soi-même une tiny house quand on n'y connaît absolument rien. Donc si vous avez raté les épisodes précédents, pas de panique, ils sont là. Voilà, maintenant que vous êtes OP, c'est parti! Je m'attaque à l'électricité et autant te dire que c'est un truc qui fait flipper. J'ai eu l'aide de Léo qui m'a sacrément aidé, électricien, jeune, sympa, dynamique, motivé, il adore ce qu'il fait et il m'a construit un plan, il m'a bien expliqué tout un tas de choses et franchement ça m'a beaucoup aidé. Donc, comme vous pouvez le voir, je commence à tirer les premiers câbles. Pas de boîte de dérivation, vous savez, c'est les petits coffrets en plastique que l'on met en général dans les cloisons pour éviter que les fils touchent le reste de la cloison. Ici, il n'y a clairement pas la place, hein, comme vous pouvez le voir, avant mon lambris, je n'aurai qu'un centimètre de jour, donc j'ai pas la place de mettre 4 cm de boîte de dérivation. Donc on fait comme ça, et en plus c'est autorisé par la norme. Il ne faut juste pas trop dénuder, comme vous pouvez voir, c'est que du plastique, on voit pas du tout le fil, qui lui par contre est à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit bout de fil en métal, c'est parce que c'est un câble blindé. Alors, à quoi on reconnaît un câble blindé? Déjà, il a une petite enveloppe, on le voit, une enveloppe un peu aluminium, là vous la voyez qui brille, et il a un câble qui permet de balader l'électromagnétisme généré par le courant dans tes fils, de la ramener ensuite à la terre, et donc d'évacuer l'électromagnétisme. C'est super important. Surtout pour une tiny house. Toutes les ossatures bois sont soumises aux électromagnétismes comme les autres maisons. Tu vas me dire, mais le bois est amplificateur. Donc dans une tiny house, vaut mieux utiliser du câble blindé. Alors tu vas me dire, oui, moi je suis pas sensible à l'électromagnétisme, tout ça. Mais en fait, t'as pas le choix. Tu es sensible quoi qu'il arrive. Il faut bien comprendre que l'électricité dans notre corps, c'est comme Internet. C'est comme ça que tout le monde communique. Tes muscles, tes nerfs, ton cerveau, tout ça. Donc, t'entourer d'électricité qui en plus a une fréquence 50 Hz qui est extrêmement mauvaise pour le vivant, ça a été prouvé pour tout un tas d'espèces dont l'homme, bah faut bien te douter que ça va créer des dégâts, même si c'est pas tout de suite, c'est plus tard, ça peut être sur ton sommeil, ça peut être sur des années. Voilà, donc alors certains diront oui mais le Wi-Fi, si tu mets du Wi-Fi et que tu mets des câbles blindés, ça sert à rien. Eh bien non. Il faut savoir que le Wi-Fi ça n'a pas la même fréquence, hein, c'est pas du 50 Hz, et en fonction des fréquences, l'électricité peut être bonne ou mauvaise, et il se trouve que 50 c'est très mauvais. Donc câble blindé, ça coûte 2 fois plus cher, mais franchement c'est un investissement qui vaut le coup. Voilà, alors moi je l'ai pris comme ça plutôt qu'en gaine, parce que je trouvais ça plus pratique, c'était moins épais aussi, vu que je passe mes câbles comme vous pouvez le voir dans mon petit jour, un petit vide d'air qu'il y a entre mon lambris, qui va venir ici, et mon isolation. Et là je me sens à peu près comme si je devais désamorcer une bombe, je ne sais absolument pas quel fil couper. Il faut savoir que moi j'utilise du câble de 2,5 mm², je voulais être tranquille, ils sont forcément plus chers mais ils tiennent mieux à la chauffe et tout ça. Depuis à peu près l'ossature, j'essaie de prévoir le passage de mes câbles pour me faciliter la vie. Et il se trouve que finalement les branchements électriques que j'avais prévus ne sont pas du tout ceux que je mets en place. Comme vous pouvez le voir, on trouve toujours un moyen de passer ces câbles. Voilà. Alors il y a des endroits, il faut bien le dire, où c'est assez galère. C'est un petit emplacement vraiment fin, mais bon, c'est pas grave, ça passe. Il faut souvent faire des petites découpes parce que, comme tu peux le voir, des fois il n'y a pas trop la place. Et du coup, le multitool est là pour aider. Petit tips bien utile, les dérivations, comme celle-ci, dont on a déjà parlé. J'essaye de les mettre derrière mes meubles parce que derrière mes meubles ce sera du contreplaqué vissé. Donc très facile à enlever. Si j'ai un pépin électrique, ça vient en général souvent des connexions de ces petits wagos. Du coup, ce sera vachement accessible parce qu'il suffira d'enlever les vis. Alors que si c'est derrière le lambris, ça oblige à péter des lames de lambris, en racheter et les reposer. Donc c'est tout de suite plus compliqué. Et étonnamment, je comprends pas bien comment. J'avais 100 mètres de câble, à moins qu'on m'ait menti que ce soit 75, mais il me semble que c'est 100 mètres. Et je crois que je vais arriver à bout de ces 100 mètres. Et pourtant, il me semble avoir optimisé
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ce que je vous conseille, même si ça vaut plus cher, franchement, ça vaut bien le coup, c'est d'utiliser des Wago comme ceux-là, qui sont plus chers, mais qui ont des petits clips. Voilà. Tu relèves et tu fermes. Et franchement, j'ai fait ce branchement-là qui aurait dû être long et chiant et j'aurais dû me péter les doigts. Je l'ai fait en 2 minutes et c'est beaucoup plus simple. On n'oublie pas, bien sûr, de nommer, vous ne le voyez pas, mais j'ai mis des étiquettes avec les noms de chaque câble, vers où ça va, notamment. Et ce à quoi c'est lié, donc comme ça quand je ferai mes branchements à la toute fin je ne me tromperai pas. Voilà, je vous conseille d'être méticuleux et bien noter tout, parce que franchement moi ça m'arrive vachement vite d'arriver à un endroit où j'ai 3 câbles et je sais plus qui est quoi. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite commencé à nommer. Dernier petit point que je vais faire et que je vous conseille de faire avant d'attaquer le lambris et les finitions. Je vais me faire carrément une vidéo, histoire de rien oublier. Je vais me faire une vidéo où je suivrai chaque câble. Seconde chose que je vais noter dans cette vidéo-là, c'est les emplacements de mes montants, et notamment les anthrax. J'ai commencé à mettre quelques plaques de finition. C'était plus léger et plus rapide de mettre ces plaques de contreplaqué. Pareil pour l'arrière de mes meubles, comme vous pouvez le voir. Un des trucs qui me fait flipper et que j'aimerais voir, c'est m'assurer que mes branchements et mes câblages sont bons, que j'ai pas fait de mauvaise manip, fait de court-circuit et que l'électricité va bien jusqu'au bout. Donc, sur conseil de mon voisin qui s'y connaît vraiment bien en électricité, il m'a dit tu prends ton voltmètre, tu le mets sur ohmmètre, l'espèce de petit oméga là-haut. Donc là on a mis 20K. Voilà, c'est branché comme ça ici. Et je vais brancher le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Qu'importe, hein, il faut mettre 2 fils ensemble à chaque fois. Si ça indique 0, c'est que le courant passe. Et donc ça veut dire qu'il y a une boucle. Et que quelque part, il y a des fils qui se touchent. Il faut que ça reste sur ça. Si ça vient sur 0, c'est que j'ai un faux contact et il faudra que je le cherche. J'ai fini de tout tester en termes électriques, tout s'est très bien passé, j'ai pas eu de soucis. Le truc rigolo, c'est que j'ai un système de va-et-vient avec cet interrupteur ici, qui se barre là-haut, il y a un autre interrupteur là-haut et une lampe ici. Et comme vous pouvez le voir, cette lampe est allumée. Sauf qu'elle est là, elle est allumée avec un interrupteur, donc l'autre pareil. Et là, elle est quand même allumée un petit peu. Donc j'arrive pas à savoir comment ça se fait que j'ai quand même un peu de jus qui passe, même quand les interrupteurs sont sur off. Il s'avère qu'avec le temps, j'ai remarqué que plus la longueur du câble était long, plus ce problème arrivait. Et en fait, elle s'allumait parce qu'elle a chopé des résidus électriques qui arrivaient à circuler entre les gaines à l'intérieur de cette gaine en plastique. Et entre ces gaines-là, il y a comme une induction qui fait que le courant peut passer, mais ultra légèrement. Donc il chopait un petit peu de jus et la lumière restait un tout petit peu allumée. Et en fait, il s'avère que c'est un phénomène normal dû à l'électromagnétisme ou en tout cas à l'induction qui se balade dans ces câbles-là. Et ça, c'est réglé par déjà des bonnes ampoules. Et au niveau du tableau électrique, que je n'ai pas encore, c'est aussi pour ça que ça me faisait ce problème-là. Au niveau du tableau électrique, il faut avoir des disjoncteurs bipolaires. Donc avec la neutre et la phase qui sont bien séparés. Neutre et phase, hein, je vous rappelle, le neutre c'est toujours le bleu et la phase c'est noir, marron, rouge et ainsi de suite. Un petit peu d'avance pour vous parler du raccordement au boîtier électrique. C'est la dernière étape et comme vous pouvez le voir, elle a eu lieu longtemps après le passage des câbles car je voulais que le boîtier ait parfaitement sa place au milieu du système de filtration d'eau. Si le raccordement en lui-même est hyper simple, vous trouverez tout un tas de vidéos sur internet, je vous explique quand même ce que j'ai choisi comme matériel, grâce à l'aide de Léo qui est électricien et donc je vous conseille vraiment d'être bien renseigné et encadré lorsque vous choisissez le matériel dont vous allez avoir besoin. Les 2 câbles noirs qui arrivent en haut sont mes réseaux 24 et 220 volts. Le 24 volts est utilisé pour les pompes à eau et le système d'ozone. Les pompes à eau demandent des disjoncteurs d'au moins 6 ampères. J'en ai donc pris les 10 juste pour être sûr car j'ai 2 pompes sur un seul circuit. Le reste du circuit en 220 passe donc par le disjoncteur différentiel, puis est réparti sur plusieurs circuits, une partie en 6 ampères pour les prises et une partie en 2 ampères pour l'éclairage. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, vraiment merci. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, petit bouton en bas, et à faire connaître à vos familles et à vos amis
l'univers magnifique des tiny house. Et puis c'est un bon moyen pour moi de voir que ce que je fais vous plaît. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee. En attendant, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, à vous abonner, pourquoi pas. Il y a tout un tas d'autres vidéos, des rencontres, des présentations, des tutos techniques, bref, de tout pour être très heureux. Et quoi qu'il en soit, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.